Marion Maréchal, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir dans ce nouveau portrait d'éléments. À 31 ans, vous avez déjà plusieurs vies. Il vous en reste beaucoup à mener. On l'imagine sans peine qu'elles se dérouleront non loin de la politique. Chez les Le Pen et chez les Maréchal, la politique, c'est une affaire de famille. Vous êtes tombée dedans petite. Benjamine de l'Assemblée nationale à 22 ans, en retrait de la vie politique depuis bientôt 5 ans. Vous êtes aujourd'hui directrice de l'ICEP, l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques installé à Lyon. En retrait, mais pas à l'écart. On attend tous de savoir pour qui vous allez vous déclarer, Éric Zemmour ou votre tante Marine Le Pen, en attendant de vous déclarer à votre tour, pourquoi pas, en 2027. C'est en tout cas ce qu'on imagine volontiers si l'on s'en tient aux travaux que vous publiez dans le cadre du CAP, le Centre d'analyse et de prospective de l'ICEP, dont le slogan semble dessiner l'un de vos possibles horizons. Un cap pour 2030, je cite le CAP. Vous aurez alors, en 2030, l'âge d'Emmanuel Macron. Vous publiez aujourd'hui dans le cadre de l'ICEP et de son think tank, le CAP, une étude sur les GAFAM, ces géants du net, à la fois censeurs privés et prescripteurs publics, dont la puissance accumulée semble plus forte que celle des États. Telle est du moins la question que nous allons poser aujourd'hui. Alors, Big Brother, Big Data, même combat. Marion Maréchal, j'aime beaucoup les symboles. En voici un. Le 7 janvier 2021, Twitter a définitivement fermé le compte de Donald Trump, c'est-à-dire qu'il a coupé le sifflet à 88 millions d'abonnés, ce qui est colossal, c'est la population de l'Allemagne, même encore plus que la population de l'Allemagne. En gros, c'est la censure en un clic aujourd'hui. Il suffit d'un clic pour censurer. Et zou, vous disparaissez, aucun recours possible. Twitter, et plus largement les GAFAM, qui est le sujet qui nous réunit aujourd'hui et pour lequel nous vous invitons, serait-il désormais plus puissant que l'homme le plus puissant du monde, en tout cas l'ex-homme le plus puissant du monde, qui était Donald Trump. Alors, bon, déjà, à titre liminaire, mais pour savoir ce que représentent les GAFAM, puisque les GAFAM, en fait, sont une abréviation de 5 grandes sociétés américaines du numérique, sociétés mondialisées. On a l'équivalent chinois, les BATX, même si aujourd'hui les GAFAM, en termes de puissance de frappe, sont beaucoup plus répandus, notamment en Europe, que ne le sont les équivalents chinois du BATX. Donc c'est vrai que ce sujet des entreprises numériques mondialisées est un sujet politique absolument majeur, puisqu'il est en train aujourd'hui de changer complètement nos modes de vie, que ce soit sur le plan de l'économie, et ils font muter l'économie à grande vitesse. Ils ont un soft power extrêmement puissant. La plupart de ces grandes entreprises sont identifiées comme étant plutôt, pour faire simple, dans un courant d'idées mondialiste, immigrationniste, et j'ai envie de vous dire plutôt libéral et progressiste surtout. Et donc ils usent de leur puissance de frappe pour pouvoir influencer la société. Et on voit à travers notamment les réseaux sociaux et un certain nombre de ces entreprises une capacité finalement à façonner les goûts, les convictions, les aspirations, les désirs, à voir finalement le modèle américain et la culture américaine qui s'ensuit et les grandes idéologies à l'œuvre aujourd'hui aux États-Unis se répandre auprès notamment de la jeunesse européenne à grande vitesse. Et donc ça pose de nombreuses difficultés, que ce soit sur la question de la protection des données, notamment sur la question de la liberté d'expression, vous en avez parlé à l'instant et on y reviendra, sur la question aussi de la souveraineté numérique, c'est-à-dire de notre autonomie, de notre indépendance, parce que derrière les GAFAM, en fait, il y a plein de sujets qui se recoupent. Il y a la question du cloud, donc le fameux hébergement des données, et donc la protection des données. Il y a la question des messageries instantanées, WhatsApp, Messenger, Telegram, même si ce ne sont pas des Américains. Il y a la question des moteurs de recherche, évidemment, Google étant le plus puissant. Et puis il y a la question des réseaux sociaux, avec en effet Twitter, Facebook, TikTok, entre autres choses. Et on voit bien qu'à travers ces différents pans, il y a des menaces, parmi en effet lesquelles la liberté d'expression. Et en effet, il y a une tendance ces dernières années, en particulier en Europe, mais pas seulement, à voir une forme de censure arbitraire se mettre en place, que ce soit par la suppression littérale de comptes mal pensants, dirait-on, ou par des choses plus pernicieuses qu'on pourrait appeler des shadow bans, c'est-à-dire le fait de rendre invisible finalement des comptes, le fait de déréférencer ou de démonétiser, c'est-à-dire d'empêcher par exemple sur YouTube que certains YouTubeurs puissent monétiser leurs vidéos, c'est-à-dire avoir des recettes du fait de leur visibilité. Donc c'est vrai que c'est un sujet politique majeur et ça fait partie des angles qu'on traite précisément dans cette étude du CAP. Ouais. Mais alors sur cette
omnipuissance. Hein. Je disais, pour Trump, 88 millions d'abonnés, ce qui est colossal. On est confronté à des mastodontes, hein, à des diplodocus, hein, à des brontosaures, hein, à des Gulliver. Hein. Et nous, les Lilliputiens, que pouvons-nous faire face à eux? Oui, alors sur la question de la liberté d'expression, alors vous avez raison, hein, je crois que l'équivalent, c'est à peu près le troisième PIB mondial. Si on mettait tous les GAFAM En valorisation, ensemble. je me permets d'interrompre, la valorisation que des GAFAM, c'est 10 000 milliards de dollars, ce qui est colossal, sans compter les pays, les structures émergentes, pardon, de la Silicon Valley. Mais Oui. 10 000 milliards, c'est colossal. Tout à fait, et c'est d'autant plus grave, comme vous l'avez relevé, que si les Américains, les Chinois, les Russes, c'est un autre sujet, ont eux-mêmes leurs propres champions, l'Europe n'en a pas et a un retard considérable. Néanmoins, il ne faut pas croire que parce que ces entreprises sont puissantes, il n'y a aucun levier d'action légaux contre elles. J'en veux pour preuve, notamment sur la liberté d'expression, qu'il y a aujourd'hui des condamnations qui ont été faites contre ces GAFAM par le TGI de Paris, notamment. Alors, pas sur les affaires de censure, mais typiquement pour forcer Twitter, notamment, à révéler les coordonnées et l'identité de personnes qui avaient fait des tweets haineux, par exemple. Il y a, Sébastien Meurant, le sénateur français qui a également menacé de porter plainte contre Twitter pour discrimination en raison d'opinions politiques parce que Twitter avait supprimé l'un de ses tweets alors qu'il n'avait rien d'illégal, et Twitter, sous la menace de cette plainte, a immédiatement restauré son tweet. Et on voit aussi des exemples à l'étranger intéressants, puisque notamment le parti politique Casapande a porté plainte également contre Facebook, qui avait supprimé sa page, et la justice italienne a donné raison à Casapande et a forcé Facebook à restaurer cette page. Alors évidemment, avec des limites, puisque cette page n'est restaurée qu'en Italie, et toutes les personnes qui feraient référence à ce parti politique voient immédiatement leur compte supprimé. Mais néanmoins, on voit bien qu'il y a quand même des marges de manœuvre légales, puisque le droit national s'applique malgré tout à ces sociétés là où elles exercent leurs activités, en l'occurrence. On voit même des pays aller encore plus loin avec des initiatives législatives inspirantes. Je pense notamment à la Pologne qui réfléchit à mettre en place une loi qui permettrait un recours immédiat dans les 7 jours en cas de censure arbitraire de ces réseaux sociaux pour permettre aux juges de se prononcer et empêcher finalement les GAFAM de censurer un contenu qui ne serait pas illégal sur le plan du droit national. Mais là, ça requiert d'avoir une majorité plutôt populiste ou conservatrice, hein. Dans le cas polonais. On n'imagine pas les Français se livrer à ce type de loi. Oui, en effet, pour l'instant, à l'heure actuelle, ça n'est pas à l'ordre du jour, d'autant plus que le gouvernement en question semble plutôt se satisfaire de cette censure, d'autant plus que YouTube a censuré l'intégralité des contenus sur les questions relatives au Covid qui n'allaient pas dans le sens de la position officielle de l'Organisation mondiale de la santé ou dans le sens des positions officielles des gouvernements des pays. Donc c'est certain, mais néanmoins, aujourd'hui, personne n'échappe à cette menace. Quand on voit que l'ancien président des États-Unis lui-même, Donald Trump, a pu voir ses comptes censurés et supprimés, ça devient quand même un sujet politique presque transversal. On voit des rapports, notamment un rapport du Sénat qui a été fait sur le sujet. Donc les choses bougent. Malheureusement, elles bougent faiblement et au niveau européen, extrêmement lentement. Ouais. Et vous-même, votre compte a été suspendu. En tout cas, votre compte Facebook, au moins une fois, peut-être même plusieurs fois. Alors en réalité, il n'est pas supprimé, mais il est l'équivalent de déréférencé, en fait, d'une certaine manière. Donc il n'est plus suggéré, et ce jusqu'en janvier. Parce que à l'époque, j'ai émis une opinion qui consistait à dire que je trouvais illégitime la dissolution de générations identitaires qui mènent des actions d'agit-prop pour dénoncer la menace de l'immigration ou de l'islamisme, sans jamais enfreindre la loi, puisque, en l'occurrence, la dissolution est intervenue entre-temps sur décision du ministère de l'Intérieur. Et donc, Facebook a considéré que cette opinion ne rentrait pas dans leurs conditions générales d'utilisation, les fameuses conditions extrêmement floues qui se prêtent à toutes les interprétations. Et donc, j'ai été, arbitrairement censurée, avec en réalité
une absence totale de recours, puisque alors Facebook se défend en expliquant qu'ils auraient mis en place l'équivalent d'une Cour suprême. C'est surréaliste. Et d'ailleurs, le terme est assez intéressant parce qu'il révèle dans quelle mesure le président de Facebook considère Facebook quasiment comme un micro-État, d'une certaine manière. Mais quand on se penche sur les membres de cette Cour suprême, on se rend compte qu'une grande partie d'entre eux ont été les employés d'associations notamment issues de l'Open Society, donc ce réseau notamment de George Soros, et sont plutôt des militants, une fois de plus, de la cause progressiste. Voilà. Culturelle. Exactement. Ils sont eux-mêmes nommés d'ailleurs par la firme. Donc leur indépendance quand même peut être remis en question, mais néanmoins, moi je me suis pas avancé sur cette voie pour l'instant, mais j'aurais pu le faire. On voit bien que porter la chose devant la justice pourrait malgré tout être une partie de la solution. Je le veux bien, on va y venir, puisque c'est l'objet de la brochure que vous publiez dans le cadre de l'ICEP. Il n'empêche, quels sont les recours? Vous n'avez pas fait de recours pour ce qui vous concerne. Donald Trump n'a pas fait de recours non plus, à ma connaissance. Et vous évoquiez la Cour suprême mise en place par Mark Zuckerberg au sein de Facebook. Micro d'État, État dans l'État peut-être. En tout cas, on singe, on est dans un processus d'imitation de la puissance publique. Moi, la question, c'est la question initiale que je vous pose. C'est est-ce que ça n'est pas quelque chose qui est en train de se substituer peu à peu à l'État? On n'en est pas là, certes, mais j'ai toujours en tête, moi, l'image de Terminator. Alors évidemment, il ne s'agit pas de rentrer, de dire on est dans Terminator. Loin de là. Simplement, Skynet prend le pouvoir. À un moment donné, Facebook, Instagram, Twitter, puisque tous les comptes de Donald Trump sont suspendus. C'est plus de 100 millions d'abonnés. Je veux dire, c'est surréaliste. On ne mesure pas la peine capitale à laquelle on le condamne. On le condamne à l'invisibilisation médiatique, à la mort médiatique. Que faire face à cette puissance? Alors les recours, je veux bien les recours, mais les recours, là, pour le moment, ils sont marginaux. Oui, ils sont marginaux, mais preuve en est, je vous en ai donné d'exemples, qu'ils ne sont pas complètement non plus inefficaces sur le plan de la liberté d'expression, j'entends, d'autant plus que la liberté d'expression est une valeur défendue par la CJUE et une valeur constitutionnelle. En tout cas, le premier des combats à mener, et vous venez de le dire à l'instant, c'est déjà de balayer d'un revers de main l'argument de certains qui expliquerait qu'au prétexte que ce sont des entreprises privées, bien finalement elles seraient parfaitement libres de pouvoir censurer. De manière arbitraire. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet, mais néanmoins, quand on considère que la force publique peut se permettre typiquement de faire respecter les règles de la concurrence, de condamner ceux qui abuseraient par exemple d'une position dominante ou de réguler l'activité bancaire parce que une mauvaise gestion pourrait entraîner une crise systémique, je ne vois pas pourquoi, si l'État défend les libertés économiques, il ne défendrait pas les libertés politiques. Les libertés politiques ne sont pas en deçà des libertés économiques. Donc ça, déjà, pour moi, c'est un argument qui n'est absolument pas valable. Surtout, et vous l'avez dit à l'instant, quand on voit aujourd'hui le fait que ces réseaux sociaux, entre autres choses, sont incontournables pour pouvoir avoir une vie et une activité politique, voire économique pour certaines entreprises. Ensuite, d'autres vous disent « Ah mais oui, mais dans ce cas-là, s'ils ne sont pas contents du service de ces réseaux sociaux, ils n'ont qu'à aller dans d'autres entreprises. » Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. Et j'en veux pour preuve l'exemple souvenez-vous de ce réseau social Parler, qui était l'équivalent d'un Twitter conservateur américain, pour faire simple, sur lequel sont allés de très nombreux partisans de Donald Trump précisément pour contourner la censure de Twitter. Et il se trouve que Parler a été censuré parce que donc Apple ne le proposait plus sur l'Apple Store comme application. Donc c'est, on va dire, une première manière de tuer dans l'œuf le développement de ce réseau social. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'était plus ensuite hébergé. Et donc il n'avait plus d'hébergement puisque je crois que c'est Google à l'époque qui avait refusé donc de l'héberger. Et donc finalement ce réseau social a été tué parce que indépendamment du fait qu'il était un concurrent évidemment à Twitter, techniquement parlant, son existence dépendait d'autres grandes sociétés du numérique en dehors des réseaux sociaux qui elles-mêmes ne voulaient pas que ça puisse exister. Donc c'est vrai que l'idée de dire qu'il puisse y avoir une alternative est aussi totalement faux. Donc déjà, le premier combat à mener, c'est cette question de principe-là, en disant non, aujourd'hui, les réseaux sociaux, avec l'importance qui est la leur dans la société, ne peuvent pas se dispenser de respecter, d'agir dans le cadre des lois nationales et de respecter la Constitution et surtout de discriminer politiquement, parce que c'est ça qu'on a à faire. Ou alors,
Dans ce cas-là, il va falloir qu'ils assument de n'être pas simplement des hébergeurs, qui est leur statut aujourd'hui, et qui les déresponsabilisent des contenus qui sont diffusés sur leurs réseaux sociaux, parce que vous savez qu'aujourd'hui, si vous faites un post, c'est vous qui êtes responsable de ce post, par exemple, c'est pas Facebook. Ou alors, il va falloir qu'ils assument d'être des éditeurs. Et dans ce cas-là, c'est eux qui seront responsables de l'intégralité du contenu qui est mis sur ces réseaux sociaux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais voilà, bon, c'est une ambiguïté à lever, en tout cas. Il y a plusieurs problèmes que vous avez soulevés, celui de la souveraineté numérique. Ce sera ma deuxième question, mais cette souveraineté numérique, les Russes et les Chinois, de fait, la portent et l'assument, puisqu'ils ont leurs propres réseaux sociaux. Nous ne les avons pas, nous, Européens. Mais ce sera ma seconde question. L'univers mental des Européens, désormais, entre l'univers mental numérique des Européens, c'est un univers qui est totalement américano-centré. C'est un problème pour nous. C'est l'imaginaire américain avait colonisé depuis 50 ans, depuis 60 ans déjà l'Europe, les pays du Nord, les pays du Sud, la France. Mais aujourd'hui, l'emprise américaine est colossale. C'est English spoken à tous les étages. Oui, vous avez raison, et j'irai même au-delà de ça, parce qu'il y a la question en effet du soft power et de l'influence de la culture et de certaines idéologies qui arrivent. Je pense notamment à l'idéologie de la théorie du genre et de la transidentité, qui est une offensive majeure sur les réseaux sociaux auprès de la jeunesse. On le voit sur des supports comme Brut et Combini, entre autres choses. Mais je vais même aller au-delà de ça, parce qu'en fait, le modèle économique de ces réseaux sociaux entraîne de très nombreuses difficultés. Pourquoi ? Parce que ces réseaux sociaux fonctionnent sur ce qu'on appelle l'économie de l'attention. C'est-à-dire que quand vous accédez à ces réseaux sociaux, Facebook, Twitter, vous ne payez pas. Pourquoi vous ne payez pas ? Parce qu'en fait, finalement, le produit, c'est vous. Et en fait, ce qu'ils vont ensuite commercialiser, c'est votre temps de cerveau disponible, c'est-à-dire votre attention. Donc leur objectif dans la manière de construire finalement leur plateforme, c'est de faire en sorte que vous passiez un maximum de temps dessus, donc de capter un maximum de votre attention pour ensuite revendre cette attention à des publicités, voilà. Et donc pour ce faire, ils ont notamment développé une discipline qui s'appelle, qu'on peut appeler la captologie, et qui est pour capter justement cette attention, et qui est à la croisée de ce qu'on peut appeler les sciences cognitives, c'est-à-dire les sciences notamment sur le fonctionnement du cerveau, qui sont de plus en plus avancées, on comprend de mieux en mieux comment fonctionne le cerveau, et le marketing. Et donc, une discipline extrêmement puissante qui va faire appel à vos instincts les plus primitifs du cerveau, avec des techniques finalement élaborées, qui fait que vous vous retrouvez parfois à scroller sur votre téléphone. Vous savez, scroller, c'est enchaîner comme ça les contenus sans faire attention et passer parfois 1 heure, 2 heures dessus. Et ça a des conséquences très graves. Déjà parce que les enfants, évidemment, et les adolescents, ils sont beaucoup plus exposés, beaucoup plus fragiles, et donc beaucoup plus davantage, vulnérables face à ces méthodes. Et donc, on voit vite qu'ils sont happés des heures et des heures durant devant les écrans, et que cette situation provoque dans la société des phénomènes majeurs. Il y a un auteur qui a écrit un livre qui s'appelle « La civilisation du poisson rouge ». Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Pourquoi la civilisation du poisson rouge ? Parce que le poisson rouge a un temps d'attention et de concentration d'environ 8 secondes. Il se trouve que 8 secondes, c'est le temps d'attention mesuré aujourd'hui des millennials. Les millennials, c'est cette génération des jeunes qui sont nés avec des écrans dans les mains. Et donc, si vous voulez, quand vous avez des jeunes qui ont une capacité d'attention d'à peu près 8 secondes avant que le cerveau ne passe à autre chose, ça a des conséquences terribles, si vous voulez, sur le fonctionnement de la société. Parce que, concrètement, évidemment, ça a des conséquences sur la capacité de concentration, de mémorisation, d'apprentissage, sur probablement la baisse du QI. On est en train de voir les liens. Exactement. Ça a des problèmes aussi en termes de capacité de sociabilisation. On voit des enfants qui ont de plus en plus de difficultés de langage, de relations. Ça crée des états dépressifs, de dépendance, allant parfois même jusqu'à l'hospitalisation. Et la dernière chose, c'est peut-on aujourd'hui espérer voir une démocratie fonctionner avec des citoyens qui ont 8 secondes d'attention. Non, mais parce qu'à un moment donné, Et 10 points de QI en moins. Et 10 points de QI en moins, c'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, quand une démocratie doit fonctionner, elle doit être face à des citoyens qui ont une capacité d'esprit critique, de réflexion, de choix, et donc un minimum quand même de mémoire pour pouvoir comparer, analyser. Et donc évidemment, sur cet effondrement de la capacité du cerveau à fonctionner, c'est là où prospèrent toutes les propagandes, les idéologies. Donc j'ai envie de vous dire qu'au-delà de la problématique de l'attitude des GAFAM et du soft power américain, le fonctionnement même économique
de ces GAFAM et de ces réseaux sociaux a des conséquences très graves sur la société. Psychiatrique, psychologique, etc. Psychiatrique, Vous avez vu le psychologique, film ouais. Idiocratie? Non, je ne l'ai pas vu. Ouais, vous savez, c'est un type qui est moyennement intelligent, qui est endormi et qui est réveillé 5 siècles après. Et le type, il a, je sais pas, 100 points de QI. Et tout d'un coup, il débarque dans un monde où l'intelligence s'est effondrée. C'est le Yuri Gasparov du 25e siècle. C'est peut-être ce qui m'arrivera. Oui, c'est ça. Bah, c'est un peu prospectif. C'est un peu comme Gattaca. D'une certaine manière. En SF. Là, c'est de la SF, cela étant dit, mais On sous un imagine autre assez bien, ouais. Oui, en effet, le tableau est réjouissant. Alors, l'autre point qui est évoqué et qui relève là plutôt de la géopolitique, mais qui est aussi un des thèmes majeurs de l'ICEP et du CAP, votre think tank, c'est la question de la souveraineté numérique, et plus largement de la question de la souveraineté. Vous le rappelez dans le bouquin, les Américains, il y a un État stratège aux États-Unis. Alors peut-être c'est un État profond, je ne veux pas non plus tomber dans le complotisme, mais en tout cas il y a des agences de renseignement qui travaillent main dans la main, de fait, on le sait depuis l'affaire Snowden, avec les grands opérateurs du web. Donc il y a une réflexion stratégique sur du moyen terme et du long terme. Il n'y a rien d'équivalent en Europe. Alors, on est totalement dépendant, en tout cas techno-dépendant. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une vraie différence de culture, mais je dirais même États-Unis, mais pays anglo-saxons en général, sur la question de l'intelligence économique. Depuis très longtemps déjà, les États-Unis ont inclus dans leur définition de la sécurité nationale l'économie, précisément, considérant qu'il y avait des secteurs stratégiques qui relevaient de l'indépendance et de l'autonomie de la nation. C'est arrivé beaucoup plus tardivement. En France, pour le coup, c'est Nicolas Sarkozy qui, en 2008, a élargi cette définition et a intégré l'économie dans la définition de la sécurité nationale. Donc on voit bien que c'est finalement assez récent qu'on prenne conscience des conséquences de cette dépendance. Et c'est vrai qu'on le voit à tous les niveaux. Je vais vous donner quelques exemples. Typiquement, la DGSI, donc les services de renseignement intérieur français, qui utilisent une application de traitement des données qui s'appelle Palantir et qui est une application américaine et qui est également utilisée par la NSA américaine. Donc vous voyez déjà les limites. La nouvelle plateforme également de données de santé française qui va intégrer toutes les données de santé de l'ensemble des Français qui aujourd'hui va être hébergée par Microsoft. Ça veut dire que ma carte vitale, je l'ai vu dans votre... mais que ma carte vitale pourrait être... Alors, les données sont censées être anonymisées, il est censé y avoir des garde-fous, mais enfin, on en voit bien quand même, bien sûr, les limites. Par exemple, Renault également, qui fait traiter ses données par Google. Voilà, il y a de très nombreux exemples, si vous voulez, de menaces directes et indirectes, d'autant plus qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a une initiative européenne qui s'appelle le RGPD, qui est censé être un cadre juridique précisément de protection des données des citoyens européens par ces entreprises étrangères, mais qui en fait a été balayé d'un revers de main par ce qu'on appelle le Cloud Act, qui est donc une loi américaine qui a été prise de mémoire sous Donald Trump et qui considère que pour des raisons de sécurité nationale, les entreprises américaines, l'État américain peut récupérer toutes les données des entreprises américaines, y compris si ce sont celles de citoyens étrangers ou européens. Ouais. Mais Marion Maréchal, on peut penser qu'un État stratège français ferait la même chose. Donc la question du viol des données personnelles se poserait dans les mêmes termes. Ça, je suis prêt que la puissance étrangère. La première chose qui pourrait être faite et qui n'est pas faite, et qu'ont fait par exemple les Russes, notamment face aux GAFAM, c'est d'obliger à ce que l'hébergement des données des Européens soit fait sur le sol européen. Ce qui fait que du coup, il resterait sous législation européenne et techniquement parlant, ne se retrouverait pas stocké en dehors du territoire européen, ce qui les rend évidemment d'autant plus vulnérables. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Les Russes, par exemple, n'ont pas forcément la capacité d'avoir des alternatives à ces grandes sociétés numériques, mais en revanche, ils font en sorte de les contraindre à rester en place. Il y avait aussi un fonds stratégique d'investissement qui avait été mis en place par Alain Juillet il y a quelques années, qui avait pour mission précisément de pouvoir identifier les entreprises stratégiques françaises, que l'État puisse éventuellement entrer au capital de manière minoritaire pour les aider à se développer. Et les sanctuariser. Exactement, leur apporter une compétence, une expertise plutôt pour qu'elles se protègent davantage et puis éventuellement éviter les OPA hostiles. Et malheureusement, ce fonds stratégique, donc c'était un vrai fonds d'investissement souverain qui avait cet objectif-là. Et le problème, c'est qu'il a été fondu aujourd'hui dans la Banque publique d'investissement et il a donc perdu sa dimension stratégique.
ce qui est malheureux. On voit bien aussi que les services de l'État qui sont précisément aujourd'hui en charge du contrôle des investissements étrangers sont sous-dotés, manque de moyens, manque de personnel. Donc c'est surtout un manque de volonté politique aujourd'hui, même s'il y a un frémissement dans le discours, mais il y a des choses qui pourraient être faites dans un premier temps avant d'imaginer d'avoir ses propres champions françaises, qui en fait en soi ne me paraît pas complètement inenvisageable, ou en tout cas européen, mais dans un premier temps ne serait-ce déjà pour prendre des mesures immédiates qui permettent à minima de contrôler quand même le traitement de ces données par ces entreprises américaines. On peut l'imaginer que des champions européens, aussi non français, puisque c'est des entreprises, hein, c'est le propre des startups qui ont des croissances exponentielles, très qui rapides. Sont souvent rachetés tout de suite en fait, par les entreprises américaines. Elles sont préemptées et achetées tout de suite, d'où la nécessité d'un fonds souverain. Je découvre dans la brochure de l'ICEP que la CIA a développé, a mis un fonds d'investissement. Ça nous montre la différence de conception entre le renseignement américain et le renseignement français ou européen tel qu'on le conçoit. Cette imbrication entre le public et le privé est une des forces de l'Amérique. C'est vrai que c'est une grande différence. C'est que l'État américain est très souvent là en soutien et en protection des grandes entreprises américaines, alors qu'à l'inverse, l'Union européenne en particulier se méfie de ces liens, voire même les combats, puisqu'elle interdit les aides directes des États aux entreprises. Elle a le dogme absolu de la concurrence libre et non faussée, sans avoir une logique d'ailleurs même de patriotisme européen. Ça veut dire qu'elle n'a même pas la logique de favoriser, par exemple, dans les marchés publics, entre autres choses, les entreprises européennes par rapport aux entreprises américaines, ce qui n'est pas du tout la logique des Américains, bien évidemment, ou encore davantage des Chinois ou des Russes. Et on voit bien aussi qu'il y a beaucoup de marketing, une espèce de mastodonte de l'Union européenne, technocrate, bureaucrate, fait beaucoup de marketing pour donner le sentiment qu'elle agit. Alors, elle nous a vendu un cloud européen qui s'appelle Gaia X, qui en fait, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que c'est un conglomérat d'hébergeurs nationaux de différentes nationalités, mais que parmi ceux-là, il y a aussi les Américains. Donc en fait, c'est une non-solution. Donc on parle de plus en plus aujourd'hui de souveraineté numérique européenne. On voit d'ailleurs que la justice européenne commence aussi un petit peu à s'emparer des sujets, par exemple, d'abus de position dominante. Il y a eu plusieurs condamnations qui ont été faites vis-à-vis de Google, par exemple, sur ce sujet, avec des amendes de plus en plus importantes. Donc on voit que les choses évoluent un petit peu. Mais je ne suis pas sûre que l'idéologie, si vous voulez, de l'Union européenne, qui est une idéologie globaliste, mondialiste, transfrontiériste, puisse véritablement prendre ce sujet à bras-le-corps, parce que ça appelle nécessairement un patriotisme économique et une préférence européenne. Donc c'est une révolution mentale, si vous voulez. Ouais. J'ai pas regardé avant de préparer l'émission si le GPS européen, Galileo, est enfin en marche, hein. Mais je le crois pas. Je reviens à ce que vous dites. On l'a eu quand même par le passé, en tout cas les dernières années de la 4e République et les premières années de la 5e République, on avait un commissariat au plan, c'est-à-dire qu'on avait une conception d'intégration, en quelque sorte, privée-publique, hein, pour porter des très grands chantiers, des chantiers que le privé ne pourrait pas porter sans l'investissement et la puissance financière de l'État. Il y a quelqu'un aujourd'hui, c'est question intéressée de ma part, mais il y a quelqu'un aujourd'hui qui semble... hein, vouloir restaurer ce commissariat au plan, c'est Éric Zemmour, puisqu'il préconise une forme, appelons-la un néo-colbertisme, c'est-à-dire une intervention publique dans les grands chantiers stratégiques, en l'occurrence les grands chantiers économiques. Est-ce que ça ne pourrait pas être une des formes, en tout cas pour la France, dans les années qui viennent, pour se déployer à long terme? Alors évidemment, les termes sont toujours marqués. Alors quand on dit planification et plan, on a l'impression qu'on parle de l'économie administrée soviétique. Non, je parle du plan à la française. Voilà, il s'agit évidemment de la question de l'État stratège, ça veut dire du rôle dans l'État, dans sa capacité à se projeter sur des secteurs d'avenir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces secteurs ne sont pas nécessairement rentables dans l'immédiat. C'est-à-dire que c'est la difficulté, c'est soit il n'y a pas assez de moyens privés pour les lancer, soit c'est d'autant plus difficile parce que précisément il n'y a pas une rentabilité immédiate et donc le privé ne va pas forcément investir tout de suite là-dedans. Voire ce sont des choses qui ne sont pas rentables du tout, et donc à partir de là, le privé n'y va pas. Donc moi je ne suis pas du tout choquée par ce principe. Enfin, on l'a vu par exemple, y compris sur l'énergie atomique. Enfin, il y a eu d'une certaine manière une forme de planification, de stratégie de l'État à moyen, à long terme et d'investissement pour mettre en place des champions nationaux. On voit que quand il y a
comment dire, une complicité, une coordination entre le public et le privé, ça fonctionne très bien. On le voit aujourd'hui avec une entreprise, par exemple, comme Dassault, d'une certaine manière, qui au départ est quand même une entreprise privée, qui d'ailleurs a été plus activiste, j'ai envie de dire, pour défendre les intérêts de la France face aux Allemands dans le cadre des projets communs entre l'Allemagne et la France, que ne l'a été le gouvernement lui-même, parce que le gouvernement, lui, il était dans la politique, donc c'était copain-copain avec les Allemands, surtout pas de vagues, on est prêt à tous aider pour défendre le couple franco-allemand à tout prix, et quand Dassault a dit non, vous êtes gentil, mais si en fait je vais dans votre sens, la France va y perdre parce qu'elle va perdre ses brevets, et au final on va se retrouver perdant de cet accord. Donc on voit bien que ça peut fonctionner et qu'on peut s'appuyer sur le privé pour ça, parce que ça n'est pas l'État américain qui a créé Facebook et Twitter. Ce sont des privés, et ensuite l'État a embrayé pour les aider et surtout les défendre à l'international. Parce qu'en fait, là où les Américains sont redoutables, c'est que ils sont extrêmement actifs pour défendre leurs intérêts à l'étranger, notamment à travers ce qu'on appelle l'extraterritorialité du droit américain. Qui est un vrai problème, puisque les Américains considèrent que les lois américaines s'appliquent partout, et c'est comme ça qu'ils peuvent être amenés notamment à faire du chantage parfois aux entreprises. On l'a vu avec Alstom, on l'a vu avec BNP Paribas, et c'est comme ça qu'il se dit que Alstom, enfin une partie en tout cas des activités d'Alstom, aurait pu être rachetée par les Américains sous la menace d'amendes colossales américaines pour des pratiques de mémoire, notamment en Afrique. Voilà, donc c'est vrai que ça, c'est un sujet majeur, mais je veux dire, plutôt que de se plaindre du nationalisme et du patriotisme des Américains, soyons en effet actifs de notre côté pour proposer des alternatives. Ouais. Mais ça va très loin, puisque je découvre, on a tous en tête Ennemi d'État, ce genre de film qui nous parle un petit peu de la NSA et du réseau Échelon. Mais apparemment, Échelon, le terrorisme n'est pas du tout la préoccupation majeure de la surveillance américaine, ni le grand banditisme, puisque je lis, en vous lisant, je découvre que 90% de la collecte de données d'Échelon, 90%, c'est consacré au secteur économique. Ça veut dire que c'est de l'espionnage industriel, à grande échelle. Oui, mais faut pas s'en étonner. Pour les proportions sont colossales. Ah non, mais les proportions sont étonnables. Le terrorisme a bon dos. Bien sûr, mais je veux dire, on s'en étonne pas quand on voit aujourd'hui, je vous ai cité Renault, mais on pourrait citer très nombreuses entreprises, quand les entreprises elles-mêmes remettent techniquement le traitement de leurs données ou de l'hébergement de leurs données à des entreprises américaines. Je veux dire, ça paraît logique que le risque existe, et on sait bien par ailleurs, indépendamment des questions économiques, que les Américains, aussi alliés et partenaires qu'ils soient sur le papier, n'ont assez peu de scrupules quand il s'agit d'écouter précisément leurs alliés. Jusqu'à Angela Merkel. Voilà, on a eu des révélations nombreuses et variées, et régulières d'ailleurs, qui ont fait la démonstration que Angela Merkel, mais d'autres également responsables et grands responsables européens, étaient espionnés, écoutés. Et se pose aussi du coup la question du matériel qu'on utilise. Parce que le souci, c'est qu'il y a les logiciels, les services numériques qui existent, mais il y a le matériel aussi qui sont les supports. Et le souci aujourd'hui, c'est que l'essentiel du matériel qui est utilisé est aussi un matériel américain. Je pense notamment à Apple, entre autres choses, mais on pourrait aussi citer des exemples sur les ordinateurs, et que même au sein de l'Union européenne, la plupart du matériel qui est utilisé, par exemple, par les députés européens, les commissaires européens, sont un matériel américain. Et donc, évidemment, avec tous les risques que ça peut induire, et derrière aussi, puisque la particularité de l'extraterritorialité du droit américain, c'est qu'elle s'applique aussi quand un des composants est américain sur le produit qui est utilisé. Enfin bon, c'est évidemment tentaculaire. Quand j'ouvre un compte bancaire à la banque postale, je signe une décharge pour les Américains. C'est-à-dire que moi, en particulier, je signe une décharge. Ça va très très loin. Alors évidemment, ça m'engage à rien du tout. J'irai jamais aux États-Unis payer mes impôts. Mais toujours est-il que je chute une décharge exonérant les Américains, je ne sais trop quoi. Mais donc c'est vrai que voilà, sur sa question de la souveraineté, à mon avis, la première chose à faire, c'est déjà d'avoir un vrai ministère de l'industrie et du numérique. Aujourd'hui, on a un sous-secrétariat d'État au numérique, mais c'est quelque chose qui devrait être beaucoup plus transversal. Pourquoi lié à l'industrie ? Parce que ça induit évidemment cette logique de relocalisation, de renationalisation d'un certain nombre de choses, avec, vous l'avez dit, cette logique aussi de l'État stratège, mais pour ça, il faut avoir un vrai fonds souverain
stratégique tel qu'il a pu exister, mais plus puissant pour pouvoir protéger les OPA, protéger aussi ses startups et ses brevets, obliger en effet à l'hébergement des données sur le territoire national dans un premier temps, et essayer de faire en sorte que cette Union européenne qui nous pèse tant dans tellement de domaines puisse être un petit peu utile sur ce sujet-là, pour qu'on puisse avoir des partenariats européens pour essayer de développer des alternatives. Parce que le souci, c'est que on parle de l'abus de position dominante de ces sociétés, mais leur modèle économique veut ça. Pour qu'en fait ces grandes sociétés numériques fonctionnent, il faut qu'elles aient un maximum de données. Pour que les algorithmes et l'intelligence artificielle qui s'y attachent fonctionnent, il faut qu'il y ait un cumul de données considérable. Donc en fait, le modèle économique appelle cela. Donc s'il n'y a pas d'alternative de toute façon, ils prennent mécaniquement le pas, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Il en va de leur performance économique finalement. Ouais. Il y a un problème, cela étant dit, dans ce que vous dites, des logiques monopolistiques. Les Américains ont cassé la Standard Oil Company, ont cassé ce qu'on appelait les barons voleurs à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle avec les lois antitrust, parce qu'ils n'avaient pas de monopole. J'ai en tête une phrase de Mark Zuckerberg, auditionnée par le Sénat américain sur les dérives de Facebook, où un sénateur demande à Zuckerberg, au patron de Facebook, « Qu'est-ce que vous avez comme concurrent ?» Et l'autre, il est pantois, « Mais je n'ai pas de concurrent. » S'il n'a pas de concurrent, la libre concurrence est faussée. La loi américaine contre la constitution de monopole prescrit ce qu'elle avait prescrit pour la Standard Oil Company, c'est-à-dire casser en deux, en trois, en quatre, la Standard Oil, avec un département pétrole, un département gaz, etc. Oui, Pourquoi on est comme effrayé devant le gigantisme de ces sociétés. On parlait de la valorisation boursière. Si on ne fait rien, demain, d'ici 20 à 30 ans, elle sera encore plus puissante. Alors, il y a quelques condamnations, en effet, quelques exemples de condamnations par l'autorité de la concurrence pour abus de position dominante de Google, mais c'est vrai qu'on est très très loin des amendes qui peuvent être données aux États-Unis, donc l'aspect dissuasif est probablement insuffisant. Le droit européen sur le sujet est probablement aussi à améliorer. On en parle un peu dans cette note, parce qu'on n'a pas toutes les armes pour que ce soit efficace. On ne va probablement pas davantage sur les mesures conservatoires qui devraient être développées, et puis on n'a pas assez de dimension préventive sur la concentration des activités en amont. Vous savez qu'on pourrait aussi empêcher précisément en amont cet abus de position dominante en évitant que des structures se rapprochent, type Facebook et WhatsApp. Mais ça, pour cela, encore faudrait-il que les structures qui sont en charge de cela en aient les moyens. Alors, on voit bien qu'en France, c'est toujours un problème de priorité. Or, manifestement, la priorité n'est pas donnée à ce genre de choses. Donc, il y a aussi, ces dernières années, un petit frémissement qui se met en place et une petite évolution de la jurisprudence là-dessus qui est un peu plus dure qu'elle ne l'était. Et on a quand même des outils européens pour cela. Il faut quand même admettre que là-dessus, la justice de l'Union européenne évolue plutôt positivement. Mais en effet, on est très très loin de ce qui pourrait être mis en place pour éviter cette... Mais le problème, c'est qu'abus de position dominante, encore pour cela, faudrait-il que des concurrents puissent émerger et exister. On en est très très loin au niveau européen. Ouais. Alors on a évoqué quelques-unes des ripostes possibles, donc les ripostes juridiques auprès du tribunal. Vous les avez évoquées, est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? Ce sont des acteurs publics, ce ne sont pas seulement des sociétés de droit privé, ce sont aussi des acteurs publics. Donc comment on peut les astreindre à la loi générale? Je vous en ai parlé tout à l'heure, en fait. C'est-à-dire que sur la question de la liberté d'expression en particulier, alors ce sont des acteurs publics, oui, ce sont des sociétés privées, mais au regard du rôle qu'elles jouent dans la société, elles n'ont pas le droit de se dispenser totalement du respect de la Constitution et de pratiquer ce qu'on pourrait appeler de la discrimination pour des idées politiques à grande échelle. Donc pour cela, il faudrait qu'il y ait davantage de recours en cas de censure, je dis, devant la justice française, parce que, je vous dis, il y a déjà eu des condamnations, alors pas sur le plan de la censure, mais il y a des exemples à l'étranger qui ont prouvé que ça pouvait fonctionner, et que ce n'est pas parce que ce sont des sociétés étrangères, des mastodontes, comme vous en parlez, qu'elles sont dispensées de vous avez évoqué le cas de la Casa Paul, de respecter le droit français, le droit national, en l'occurrence. Donc moi, je crois que la voie judiciaire devait être davantage utilisée, et si cette voie judiciaire n'est pas suffisante, il faudra s'avancer, en effet,
aller vers une modification de la loi et probablement des juridictions qui seraient dédiées à cela, parce que le souci, c'est qu'aujourd'hui, il y a le fait que, en effet, il y a une censure arbitraire liée à ces conditions générales d'utilisation, mais on pourrait parler de la discrimination, on pourrait aussi prendre le levier de la rupture abusive du contrat, parce qu'on ne peut pas, comme ça, rompre un contrat sans qu'il y ait de vraies raisons. Or, parfois, l'interprétation de ces conditions générales d'utilisation est quand même extrêmement floue et quand même extrêmement éloignée de ce qui peut être dit dans le cœur de ces règles. Donc ça peut être quand même deux leviers, et à mon avis qui ne sont pas assez utilisés. Je vous fais part d'un exemple personnel. On a besoin de la loi parce qu'on est quand même le pot de fer contre le pot de terre, ou le pot de terre contre le pot de fer. Éditeur de Renaud Camus du Grand Remplacement, dès que je poste une vidéo sur le Grand Remplacement avec le titre Grand Remplacement sur YouTube, zou, elle est coupée. Alors évidemment, je peux contacter YouTube, mais il doit être en Irlande, ou aux îles Marquises, ou j'en sais rien. Non, mais vous pouvez porter plainte en revanche contre YouTube en face. Ouais, je peux, mais simplement c'est un processus qui est assez long. Le problème, ça c'est le souci aussi de la lenteur de la justice française et de son efficacité. Ça, on est d'accord, mais c'est quand même une voie, et je comprends très bien que la plupart des gens se sentent impressionnés par l'idée de dire je vais porter plainte contre YouTube ou contre Facebook mais le fait qu'ils aient leur siège en Irlande, en l'occurrence pour des raisons fiscales, parce que ce sont des champions de l'évasion fiscale, ne veut pas dire que leur lieu d'activité les dispense une fois de plus de respecter le droit national. Donc il y a quand même des marges, à mon avis, des marges de manœuvre. Il y en a, et du reste, on a eu tort de ne pas porter plainte contre YouTube. C'est un outil de bad buzz, good buzz, c'est un outil de communication pour nous. Vous parlez de la question de l'impôt, on a l'impression, et c'est un sujet qui est longuement évoqué dans la brochure de l'ICEP, on a l'impression que c'est presque des passagers clandestins. La théorie du passager clandestin, c'est qu'il y a des gens qui profitent d'un service public, en fait. Un système routier, en l'occurrence pour Amazon, dont les spermorques sillonnent la France, sans en payer le coût. Oui, alors en tout cas, les taper au portefeuille. C'est la grande difficulté, c'est qu'en fait, ces grandes entreprises mondialisées, un peu évanescentes, échappent finalement, arrivent la plupart du temps à échapper à l'impôt. Elles font ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire de l'évasion fiscale. Parce que finalement, leur service étant immatériel, elles n'ont pas l'obligation d'avoir une présence physique dans l'ensemble des pays où elles offrent des services. Donc de manière générale, elles s'installent en l'occurrence en Europe dans des pays qui sont l'équivalent de paradis fiscaux. Donc c'est la grande difficulté. Alors les chiffres varient sur le niveau d'optimisation qu'elles arrivent à mettre en place, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles ne payent pas des impôts à la mesure de ce qui devrait être leur contribution aux finances publiques. Et alors c'est pour ça que la piste fiscale, et c'est ce qu'on aborde là-dedans, est extrêmement complexe et pas nécessairement très satisfaisante, parce que alors il y a la question de l'évitement à la TVA, et ça c'est un problème de contrôle, et ça probablement y a-t-il des marges de manœuvre importantes parce qu'il n'y a pas assez de contrôle et pas assez de sanctions pour les vendeurs à l'étranger. Voilà, de régularisation de ce point de vue-là, ça c'est absolument évident. Néanmoins, on se rend compte sur la question fiscale que mécaniquement, ce qui serait le plus efficace consisterait d'une certaine manière à adopter le modèle qui est le leur, c'est-à-dire une fiscalité qui soit une fiscalité supranationale, mondialisée, harmonisée. Est-ce que c'est souhaitable ? Voilà, c'est ça la question. Est-ce que c'est souhaitable de déposséder les États de leur capacité fiscale dans le domaine ? Et on parlait de souveraineté. Voilà, pour la remettre à des instances supranationales au prétexte que ce serait plus efficace. C'est quand même une bonne question. Moi, je n'en suis pas absolument convaincue. Bon, ce qui est assez... ce qui doit nous rendre un petit peu plus optimistes, c'est qu'il y a quand même des avancées. On le voit notamment, il y a un accord du G7 qui a été pris il y a quelques mois et qui envisage justement de coordonner des actions pour faire en sorte qu'il y ait une taxation minimum précisément de ces GAFAM dans différents pays, donc pour limiter finalement cette capacité d'optimisation. Voilà, après, moi je ne suis pas absolument sûre que ce soit souhaitable en effet demain d'avoir une fiscalité mondialisée pour éviter l'évitement fiscal. On peut la concevoir, possible. On peut la concevoir au niveau européen, mais même là on n'en est pas là. Et même là on n'en est pas d'accord surtout, parce qu'il y a beaucoup de pays, il faut avoir conscience de ça. Si la France fait partie de ceux, le gouvernement français actuel, qui était très actif et qui ont d'ailleurs fini par mettre l'équivalent d'une petite taxe GAFAM au niveau national à défaut de pouvoir le faire au niveau européen, beaucoup de pays très réticents, je pense notamment à l'Allemagne,
Pourquoi? Parce que l'Allemagne n'avait qu'une peur, c'est de subir comment dire, des mesures de rétorsion sur comment dire, ses exportations aux États-Unis. Et ce que n'a pas d'ailleurs manqué de subir la France. Il faut savoir qu'il y a eu immédiatement des mesures de rétorsion sur la vente de vin français aux États-Unis. Donc Trump était très fort. Ah bah Trump a été radical là-dessus, donc il faut aussi être en capacité de répondre. Et l'économie allemande étant essentiellement basée sur l'exportation, évidemment, ils sont beaucoup plus réticents à ce genre de politique. Dépendant des Américains. Que vous évoque l'initiative, vous savez, il y a eu les sleeping géantes qui ont pénalisé CNews, Boire Voltaire. Valeurs Actuelles, je crois, Valeurs Actuelles a même porté plainte, parce que c'est des menaces sur les annonceurs pour qu'ils retirent la publicité dans les canards en question. Il y a une initiative qui est portée par les Américains et qui arrive en France, qui s'appelle les Corsaires. En France, c'est les Corsaires de France, qui voudraient essayer de faire la même chose à droite. C'est-à-dire faire pression sur les annonceurs et les publicitaires, quand une publicité est trop inclusive, quand une publicité est trop pro-trans, quand une publicité est trop pro-écriture, que sais-je, LGBT. Ça, vous pensez que c'est un moyen, un recours possible pour nous? Ou bien alors, ça contredit complètement notre éthique, c'est un bien grand mot, mais de la conception qu'on se fait du débat public. C'est ce que j'allais vous dire. Dans l'absolu, je ne suis pas fan de ces méthodes parce que je regrette qu'on en soit obligé d'arriver à des systèmes de pression, d'intimidation, de chantage presque pour faire avancer des idées politiques. Mais là, à la guerre comme à la guerre, d'une certaine manière. C'est-à-dire que puisque le système est tellement déséquilibré et puisque ce genre de méthode, de Sleeping Giants, a des conséquences absolument dramatiques, parce qu'on parle d'un site internet, par exemple, comme Boulevard Voltaire, qui a quand même des millions de vues chaque mois et qui aujourd'hui ne peut plus vivre de la publicité des annonceurs parce qu'ils ont perdu l'intégralité suite à l'offensive de Sleeping Giant, et donc qui du coup aujourd'hui ne vivent que des dons, ce qui évidemment est une fragilité considérable. Alors CNews en est victime aussi, mais dans une moindre mesure, puisque c'est quand même un plus gros dispositif, mais Valeurs Actuelles en souffrent énormément. Et ça, c'est le drame aussi de voir des entreprises entre nous, pour Valeurs Actuelles, c'était avant la pression, c'est l'Open Society, on retrouve George Soros derrière, c'était avant George Soros. C'est dès que Kerdrel a droitisé le journal, ce qui est une très bonne chose en termes de vente en kiosque, d'abonnement, ça a entraîné une dynamique pour cet hebdomadaire. J'y ai travaillé. Les principaux annonceurs du CAC 40 ont retiré, ils s'étaient engagés pour 1 an sur un programme d'1 an, mais la deuxième année, ils se sont désengagés, donc il n'y a même pas eu besoin de faire pression sur eux. Ils avaient eux-mêmes intériorisé l'impossibilité pour eux de placer des publicités dans un journal qui était trop clivant politiquement. C'est très étrange ce phénomène, parce que c'est vrai que les grandes entreprises mondialisées, internationales sont à l'avant-garde du militantisme progressiste, et c'est vrai que ça arrive aussi en France par le biais du RSE notamment. Et donc ça, c'est vrai que c'est terrible, parce qu'on voit même en France aujourd'hui non seulement un affichage progressiste qui permet de s'acheter une conscience à peu de frais, et de dissimuler éventuellement d'autres pratiques commerciales plus douteuses. Donc ça c'est un jeu étonnant, mais ça va au-delà de ça. Je vois notamment rien qu'autour de moi des amis qui sont avocats dans des cabinets qui sont eux-mêmes des filières de cabinets américains, où ils ont des ateliers finalement de rééducation, j'appelle ça comme ça, où on leur apprend à déconstruire leurs soi-disant préjugés racistes dont ils n'auraient même pas conscience, finalement, leurs soi-disant préjugés sexistes. Ça s'appelle la fragilité blanche. Exactement. C'est le concept même. Exactement. Non, mais tout à fait, vous avez raison. On est exactement là-dedans. Alors, soi-disant, à chaque fois, c'est facultatif, bien évidemment, mais enfin, imaginez bien que les collègues qui refusent d'aller à ces ateliers sont immédiatement regardés travers et identifiés. Donc, c'est quand même un chantage extrêmement puissant. Donc j'ai envie de vous dire, dans l'absolu, je regrette qu'on en arrive là, mais finalement, vu l'attitude de ceux d'en face, à la guerre comme à la guerre. Oui, puis l'entreprise ne comprend que la rétorsion. C'est assez fascinant de voir la manière dont les entreprises américaines, les grandes entreprises, pas les petites ni les moyennes, mais les grandes, ont soutenu massivement, sans réserve, le mouvement Black Lives Matter. C'est sidérant l'argent qui a été déversé.
je sais pas, il y a beaucoup d'interrogations sur les options économiques qui sont les vôtres, hein. Libéral conservateur, populiste, que sais-je, colbertiste ou colbertienne, hein. Vous n'avez pas l'impression que l'univers de l'entreprise est un univers d'un conformisme borné, Si, étouffant, asphyxiant, beaucoup plus que la société civile, je trouve, hein. alors à ce niveau-là d'entreprise, oui, parce que là on parle quand même une fois de plus des grandes entreprises internationalisées, mondialisées, des grandes entreprises du CAC 40 pour certaines, pas toutes fort heureusement, et en particulier aux États-Unis moins qu'en France. Alors parfois il ne faut pas surestimer, enfin, on imagine qu'il y a quelque chose de parfaitement pensé, construit. Parfois il faut imaginer le processus, hein, c'est-à-dire que quand vous avez des acteurs comme ceux de Slapping Giant qui, comment dire, vont appeler, j'en sais rien, parce que je sais qu'en l'occurrence Cyrillus a retiré ses annonces sur Boulevard Voltaire. Je vois très bien le processus qui a pu se passer, c'est-à-dire qu'ils appellent l'entreprise, ils disent « Ah mais dis donc, vous n'avez pas honte de mettre vos annonces sur un site homophobe, transphobe, raciste, antisémite, sexiste, j'en passe et des meilleurs ». Et je vois bien voilà, la petite responsable marketing de 22 ans qui sort d'école de commerce, qui se dit « Ah bon, qui sait même pas de quoi on parle, qui même pas les vérifier, et qui dit en panique « Bon bah on retire immédiatement, pas de vague ». Voilà, faut pas toujours imaginer que c'est quelque chose de parfaitement pensé, construit. Voilà, c'est parfois simplement la bêtise et la lâcheté humaine immédiate, si je peux dire. Dans les grandes écoles de commerce, me semble-t-il, hein, le message pour la société inclusive est vraiment porté dans l'enseignement. Franchement, les DRH sont beaucoup plus efficaces pour imposer un modèle de société inclusive que la puissance publique, je trouve, hein. En tout cas, dans la grande entreprise, hein, l'inclusion est devenue une évidence pour tout le monde dans la grande entreprise, hein. Ah oui, non, mais j'en sais quelque chose, moi qui suis dans l'enseignement supérieur, enfin, je veux dire, c'est mon dada d'une certaine manière. Donc, je veux dire, la prise en otage idéologique des étudiants dans les sciences sociales en particulier, dont les IEP, mais pas seulement, vous avez raison, y compris dans les business schools, hein. Il y a un politiquement correct, il y a un économiquement correct, il y a un géopolitiquement correct, ça se décline à l'envi, et le conformisme idéologique ne sévit pas moins dans ces business schools, qui sont d'ailleurs souvent calqués sur des modèles américains, qui, alors pour la plupart des grandes écoles, vivent aussi, il ne faut pas l'oublier, la plupart du temps des étudiants étrangers. C'est une grande partie de leur business, hein. C'est le cas y compris à Sciences Po. La moitié des étudiants de Sciences Po sont des étudiants étrangers. Mais toutes les grandes écoles de commerce, hein. Exactement, donc ces étudiants arrivent aussi avec voilà, ces préjugés idéologiques, ils les importent avec eux, ils deviennent activistes aussi dans ces écoles, et comme c'est la politique du pas de vague, évidemment, une minorité, syndiquée ou non, arrive finalement à imposer ses vues à l'ensemble des autres, face à la majorité passive, la plupart du temps, ou indifférente, ou opposés, mais n'osant pas finalement faire valoir cela. Donc c'est vrai qu'il y a en plus une préparation mentale de toute cette nouvelle génération pour ensuite devenir des agents finalement militants et activistes dans leurs futures entreprises. Et d'où d'ailleurs l'initiative de l'ICEP est de tenter à toute petite échelle de créer des alternatives et puis des petits sanctuaires de liberté. Alors, dites pas à petite échelle, moi je fais la promo pour l'ICEP, hein. Non, il faut qu'on crée des modèles alternatifs, hein, et aussi des modèles scolaires, universitaires alternatifs. Aux États-Unis, il y a une université virtuelle, je crois, qui s'est créée. Peut-être il faudrait qu'on en crée une sorte de contre-université en Californie pour contrer précisément le discours woke, racialiste, etc. La cancel culture, donc c'est très bien. Nos médias doivent être des médias alternatifs. Cela étant dit, il y en a un qui n'est pas un média alternatif, qui est un média mainstream, qui appartient à une très grosse fortune, hein, et qui contredit tout ce que je viens d'évoquer, en tout cas toutes mes questions, c'est Bolloré. Bolloré est en train de changer la donne, hein. Je trouve que la conjonction, c'est un double effet qui se coule, hein. La conjonction Éric Zemmour, pardonnez-moi, j'y reviens, et Bolloré a vraiment changé la donne. Jusqu'à présent, il y avait que les Américains qui avaient pu mettre sur pied, grâce à la philanthropie, en tout cas une philanthropie conservatrice, de droite, des radios et des chaînes publiques d'envergure nationale. Or, avec CNews, le discours conservateur, hein, peut-être même populiste, hein, a aujourd'hui une audience qu'il n'avait pas sinon dans la réinfosphère, hein. Les choses changent avec aussi malheureusement encore des fragilités, puisque souvenez-vous que le CSA a quand même condamné CNews après 200 000 € d'amende pour des propos tenus par Éric Zemmour. Donc j'ai envie de vous dire, le système institutionnel se défend malgré tout, et alors qu'on est face à des sociétés privées, et pour le coup des entreprises privées, des chaînes privées, la puissance publique arrive malgré tout à chercher à censurer le
le discours et le contenu, ce qui est quand même absolument terrifiant quand on voit les journalistes du service public donner des leçons à CNews qui serait soi-disant l'officine finalement de la droite et de l'extrême droite, alors que ces gens passent leur vie entre gens de gauche et d'extrême gauche sans jamais se dire qu'à un moment donné, payés par l'argent public, ils auraient quand même un minimum l'obligation déontologique de faire vivre la liberté du débat. Donc en fait, on exige de chaînes privées ce que le service public ne s'astreint pas une seule seconde de faire. Donc c'est vraiment absolument extraordinaire. Mais il y a quand même, c'est vrai, un petit rééquilibrage absolument intéressant. Encore, on ne va pas dire que les choses soient parfaitement justes et équilibrées, mais c'est plutôt en effet quelque chose de très encourageant pour les années à venir, ça c'est certain. Parce que je ne vous cache pas que si le service public, et en l'occurrence en France, il y a un monopole du gauchisme culturel sur le service public, il vient d'avoir un dossier du Figaro Magazine, mais on en parle nous depuis une vingtaine d'années, sinon une trentaine d'années, même bien plus. S'il y a une mainmise du gauchisme culturel sur le service public, et si en plus l'univers de l'entreprise est complètement vérolé par le wokisme, par la cancel culture, on n'a plus d'espace médiatique. On est réduit aux marges. Alors moi, là où je suis assez optimiste, pour revenir à la question, sur la question de l'enseignement, mais qui est en fait l'un des bouts de la chaîne que vous venez de décrire, c'est que je pense que typiquement, vous avez vu, un nouveau directeur a été nommé à Sciences Po, ce qui laisse entendre quand même que le processus de nomination est quand même un peu pipeau. Un camarade de promotion d'Emmanuel Macron qui a été nommé, sans aucune expérience d'ailleurs dans le domaine, et dont l'une des premières déclarations est d'expliquer que l'objectif de Sciences Po, ça va être encore de renforcer l'inclusion, de renforcer la théorie du genre. C'est vrai qu'on en manquait à Sciences Po. Et donc, ce qui me rend optimiste, c'est que je pense que ces établissements vont s'effondrer sur eux-mêmes. Ça veut dire que, à force de faire passer les savoirs, la connaissance, la compétence derrière la propagande idéologique, à force de détruire la sélection, de détruire la méritocratie, de détruire les concours d'entrée, de vouloir faire de business à tout prix en faisant venir des étudiants étrangers plutôt que des boursiers français parce que c'est moins rentable. À force finalement de recruter des enseignants avant tout pour leur conformisme plutôt que pour leurs compétences, je pense que mécaniquement, le niveau va s'effondrer et ils ont beau avoir évidemment une manne publique très importante et le tampon Sciences Po, la compétitivité, si vous voulez, du système du système économique et du système d'enseignement fait que mécaniquement, face notamment à l'offre internationale, je pense qu'ils vont finir à terme par s'effondrer. Alors, on va dire ça arrivera peut-être assez lentement, mais quand on voit le destin... Sauf si l'ICEP accélère, puisque Sciences Po a commencé comme l'ICEP. Les gens l'oublient, mais Sciences Po, c'est une école privée créée à la fin du XIXe siècle. Après la guerre de 1870, tout à fait. Et le traumatisme de la... Dans le même esprit que... Oui. Il y avait 70 étudiants au départ à Sciences Po, puis l'école a fini par être nationalisée, mais c'était la même idée, c'était de dire... finalement une petite organisation d'écrivains, d'intellectuels, de militaires qui, face au traumatisme de la défaite face à la Prusse, se dit nous avons besoin de former une nouvelle élite parce que l'élite actuelle a failli. Et d'une certaine manière, Sciences Po, c'est un raisonnement analogue. Alors, on n'est pas face à une défaite militaire. L'ICEP, c'est un raisonnement analogue. Et c'est le principe de la réforme intellectuelle et morale de Renan, sur lequel toute la Troisième République s'est construite. C'est-à-dire redresser la nation après un effondrement. Exactement. Comme il s'en est produit. Et là, on est face à une forme d'effondrement plutôt économique, moral, psychologique. Démographique, civilisationnel, appelons-le comme on veut. Mais c'est la même chose. Ce qui est vrai que pour parler prendre un exemple à l'étranger de cet effondrement, il y a cette école Evergreen dont vous avez déjà sûrement entendu parler. Parlez-nous-en, elle est fantastique. J'invite tout le monde à aller voir ce fabuleux reportage Evergreen sur YouTube. Vous permettez, Marion Marchal, pour les gens comme moi qui sont très médiocres en anglais, sur F de Souche, on peut le trouver sur YouTube sous-titré. Voilà. Je vous laisse parler. Exactement, il est sous-titré et c'est édifiant parce que c'est vraiment une école américaine qui a appliqué le progressisme dans sa forme la plus chimiquement pure. Donc on y retrouve un condensé de toutes les idéologies en vogue du moment, donc la théorie du genre, la transidentité, la fragilité blanche, le racisme systémique, donc toutes les minorités sexuelles, raciales, religieuses se coalisent dans l'école et donc font la loi auprès des professeurs, auprès des autres étudiants. Et on a une espèce de religion woke qui est mise en place avec ses prêtres, ses croyances, ses excommunications. Et je passe sur le détail, mais on voit à l'œuvre une extrême violence
se mettre en place, qui aboutit à un chaos absolu, à l'effondrement évidemment du niveau de l'école, jusqu'à ce que l'État fédéral finisse par s'en saisir et que cette école finisse quasiment à la fermeture et disparaisse du dispositif. Donc on voit bien que finalement, quand l'idéologie prend le pas sur cette mission éducative, bon, de toute façon, l'avenir est vite mis à mal. Avant-dernière question, parce que nous touchons à la fin de l'entretien. On ne sait pas comment qualifier le monde qui est en train d'advenir. Vous parlez de la révolte étudiante en 2017-2018 dans le Collège d'État d'Evergreen, qui était comme une sorte de révolution culturelle locale, maoïste, puisqu'en réalité il s'agissait de brocarder, d'humilier les mandarins, les professeurs. Ça a été fait. Peut-on parler de totalitarisme? Est-ce que c'est un soft totalitarisme, un post-totalitarisme? Alors, c'est vrai que moi, j'ai un plus grand problème pour la question. Je parle avec Mathieu Bocoté, il me dit que c'est la 4e vague totalitaire. Je suis plutôt réservé, ayant travaillé, ayant vu des Russes, ayant vu ce qu'était vraiment le totalitarisme. Je n'ai pas l'impression que Mark Zuckerberg et Joseph Staline. Donc, comment qualifier? Pour autant, il y a les moyens de coercition qui sont mis en place. La preuve, on vient de les évoquer pendant 1 heure ensemble. Comment qualifier ce... C'est vrai que vous avez raison, c'est difficile à qualifier, d'autant plus que le totalitarisme quand même s'attache dans sa définition à un exercice de la puissance publique. Donc c'est l'État qui est à l'œuvre, et la différence entre un régime autoritaire et un régime totalitaire, c'est que le régime totalitaire pénètre les consciences et la vie privée. Donc c'est quand même une différence notable. Néanmoins, c'est vrai que quand on commence à voir des livres brûlés, parce qu'on a vu au Canada, au Québec, exactement, des autodafés ont brûlé des exemplaires de Tintin, entre autres choses, parce qu'ils auraient été racistes. On voit quand même une mécanique à l'œuvre, c'est-à-dire que avant que ces totalitarismes ne se mettent en place, ils ont d'abord été fomentés dans des doctrines idéologiques qui en elles contenaient finalement cette dimension totalitaire. Vous parliez tout à l'heure du maoïsme, mais on est face à une forme de néo-marxisme d'une certaine... Alors, la logique pour moi est la même, c'est simplement que les acteurs ont changé, les opprimés ont changé, les oppresseurs ont changé. Donc les opprimés ne sont plus les ouvriers broyés par la logique capitaliste, et les oppresseurs ne sont plus évidemment la bourgeoisie, mais les oppresseurs sont finalement les blancs, leur racisme, leur culture, leur colonialisme, face aux nouveaux opprimés, aux néo-opprimés, que seraient donc les minorités sexuelles, raciales, religieuses, évidemment en particulier musulmanes. Donc on voit bien qu'on retrouve quand même cette doctrine idéologique qui happe finalement les identités, les consciences, les âmes, et qui est censée s'appliquer en plus de manière uniforme, quelles que soient les nations. Parce que c'était un peu aussi le propre du marxisme, c'était qu'on était censé avoir une logique internationale, ne tenant pas compte des spécificités locales, et qui marche d'autant mieux qu'en effet, il y a des relais d'influence extrêmement puissants à travers les réseaux sociaux. Donc je dirais pas qu'on est dans une forme de totalitarisme au sens strict, parce que c'est pas comment dire, on n'en est pas encore à une logique d'État qui priverait l'ensemble des droits et qui imposerait quelque chose de manière formelle, mais on voit quand même les prémices de ce qui pourrait être la première étape vers un totalitarisme demain d'État, et pourquoi pas d'ailleurs qui pourrait prendre la forme d'un totalitarisme aussi progressiste et écologique. Je vous donne 2 exemples. Quand on voit aujourd'hui qu'au Canada, un père a été condamné et privé de l'autorité parentale parce qu'il a refusé d'accepter la transidentité, parce que c'est le terme maintenant, de sa fille qui voulait être un garçon, qui ne voulait pas lui changer son prénom, il ne voulait pas l'appeler Yel ou Il ou je ne sais quoi, il ne voulait pas l'habiller en garçon. Et l'engager dans un processus chimiquement irréversible. Exactement. Et en plus, accepter qu'il y ait des mutilations physiques irréversibles et puis des prises hormonales qui derrière ont des conséquences dramatiques. C'est enfant mineur, j'entends. Quand vous voyez qu'aujourd'hui la justice canadienne se permet de faire ça, on pourrait imaginer demain que ça arrive en France. Et il y a d'ailleurs un projet de loi qui a été, une proposition de loi, je ne sais plus, dans lesquelles il y a eu un amendement qui permettait justement, qui interdisait aux parents de s'opposer au chemin transidentitaire de leur enfant mineur. Donc on voit bien qu'aujourd'hui la puissance publique commence idéologiquement à s'emparer de ça. Donc ça, c'est quand même un exemple absolument terrifiant. Et j'avais un deuxième exemple qui m'a échappé. On a parlé déjà des folies d'Evergreen, des folies sur les trans. Oui, non, c'était un autre exemple. Ah oui, et puis sur la question écologique. C'est-à-dire que
Moi, ce que je crains, par exemple, beaucoup avec l'histoire du pass sanitaire, bon, j'en reviendrai sur le point, parce que je pense que cet outil, en plus, a une efficacité relative pour lutter contre l'épidémie et sa propagation. Mais indépendamment de cet aspect-là, sur l'aspect des principes, moi, ce que je crains en ayant accepté ce principe de discriminer des personnes sur la base de leurs données de santé dans leurs actes du quotidien, de pouvoir les jeter à la rue sans indemnité du jour au lendemain, voilà, au prétexte qu'ils n'auraient pas ce pass, j'en passe et des meilleurs, c'est que demain, ces mêmes méthodes soient utilisées pour des raisons écologiques avec les mêmes arguments, au prétexte qu'il y aurait un impératif vital à court moyen terme pour sauver la planète, que donc la solidarité, le civisme nous oblige à nous limiter dans nos activités, dans nos déplacements, voilà. Et que demain, finalement, il faille un pass, en effet, pour pouvoir, pass écologique, pour pouvoir prendre l'avion, prendre sa voiture, sortir tel ou tel jour, consommer telle ou telle chose. Enfin, je veux dire, ça paraît de la science-fiction aujourd'hui, mais il faut être capable de mesurer ce qui peut arriver. Donc ces idéologies, ok, aujourd'hui, bon, bah, c'est d'abord des acteurs privés, des minorités activistes qui font peur à tout le monde, mais demain, on pourrait imaginer la puissance d'ITA s'en emparer et donc aboutir en effet à cette forme de totalitarisme. Sur l'écologie, j'ai revu élément oblige, j'ai un point de vue un petit peu différent. Il y a d'autres moyens, la TVA sociale, je veux dire, et puis les écologistes, malheureusement... Moi, je suis pas contre la logique écologique, j'ai peur de la méthode qui pourrait... Non, je le sais bien, puisque j'ai eu l'occasion souvent de lire des interventions de vous sur ce sujet-là, et vous vous démarquez de beaucoup de gens dans l'univers qui est le nôtre, en tout cas dans l'univers conservateur, par le discours qui est le vôtre. Pour autant, les écologistes punitifs ne cherchaient pas à punir les gens qui prenaient l'avion, puisque eux, le kérosène, ça les intéressait pas. Ce qui les intéressait, c'est Macron nous l'a montré, c'était les gilets jaunes et le diesel. La malheureuse Fiat ou Dodoche du plouc émissaire dans la France périphérique. Donc eux, c'était taxer le diesel. Vous avez évoqué tout à l'heure, et c'est le pass sanitaire qui me fait penser à ça, la situation d'un gars dans une entreprise qui refuse de participer à un atelier inclusif, work, etc. C'est la même chose, me semble-t-il, aujourd'hui, dans l'univers de l'entreprise, mais pas seulement de l'entreprise. Les personnes qui ne se sont pas faites vacciner, en tout cas, et de fait, qui n'ont pas de pass, sont ostracisées partout. Vous avez eu des mots très forts à plusieurs reprises depuis 2 mois. Des termes, une forme de colère, des mots forts, virulents, pour dénoncer la restriction, le rognement continu de nos libertés, donc des libertés de déplacement. Donc ce sera le mot de la fin, pour ainsi dire. On a parlé de la liberté d'expression, que les GAFAM sont en train de museler en très large part. Mais cette question du pass aussi est assez alarmante. Or, on n'entend pas beaucoup les politiques dessus. Et vous en êtes une, même si vous êtes en retrait. Et on a l'impression que la plupart de la population consent à cette servitude volontaire. Oui, alors juste pour rebondir sur la question juste avant, et je vous réponds sur le pass, un exemple qui me met la puce à l'oreille, il faut savoir que le Forum économique mondial de Davos a fait une communication pendant le confinement pour faire l'apologie du confinement en disant que la nature reprenait ses droits, envoyait des animaux dans les villes, l'air était pur et tout. Voilà, bon. Simplement pour vous dire que voilà, on voit la petite musique quand même qui se dessine et qui est intéressante. Sur le pass sanitaire, oui, alors moi je suis consternée, terrifiée, et je me fais beaucoup alpaguer sur ce sujet, parce qu'en effet on est finalement assez peu nombreux. Je pense pas forcément à ne pas le penser, mais à l'exprimer. Je crois qu'il y a une tétanie absolue des politiques sur le sujet, parce que les sondages révéleraient que finalement la population est assez divisée, et en particulier les personnes âgées qui font quand même l'élection dans ce pays sont beaucoup plus précautionneuses, donc assez soutiennent finalement cette initiative du pass sanitaire. Et donc, les politiques ne veulent pas prendre le risque d'eux. Moi, on m'a même opposé sur des plateaux. Ah oui, mais la plupart des Français ont accepté ou finalement se rendent compte que ce n'est pas si contraignant. Pour moi, ça n'est pas un argument. Je veux dire, même si demain je suis seule en France à le penser, voilà, je suis seule en France, et tant pis, je le dirais. Mais c'est vrai que je pense qu'on a renversé un principe. Parce que le pass sanitaire, faut imaginer que c'est maintenant le traçage numérique généralisé. Enfin, faut savoir qu'aujourd'hui, même si ça n'est pas l'objectif, que ce n'est pas comme ça, mais l'État a la capacité de savoir où vous êtes allé, quel restaurant vous avez fréquenté, quel café, enfin voilà, avec le Bluetooth
aujourd'hui de l'application tous anti-Covid, techniquement. Faut pas l'activer. Je suis vacciné, mais je l'applique. Ah oui, vous ne pouvez pas l'activer, mais enfin, les Ouais. gens sont incités à. Donc, techniquement, l'État, une fois de plus, a la capacité de savoir qui vous avez croisé, quand, puisqu'il a la capacité de savoir si vous avez ou pas été en contact avec une personne positive. On a aussi renversé un principe qui est le contrôle du citoyen par d'autres citoyens. Enfin, je veux dire, c'est quand même aujourd'hui d'autres citoyens, les serveurs dans les restaurants, entre autres choses, qui contrôlent votre passe. Donc, je trouve que c'est quand même, ça me pose un vrai problème de principe. Et par ailleurs, évidemment, on a accepté l'idée qu'on puisse demain interdire certaines activités, notamment professionnelles, sur la base de données de santé. Ça commence avec le Covid. Est-ce que ça s'arrêtera avec d'autres choses? Je ne sais pas. Enfin, une fois qu'un principe a été renversé, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça s'arrête. C'est un peu le drame. Et puis en plus, tous ces principes étant renversés, pour moi, une efficacité relative. Pourquoi ? Parce que si le vaccin, ou en tout cas la thérapie génique qui existe, est manifestement une protection individuelle temporaire contre les formes graves pour les personnes à risque dans une certaine mesure, ok, bon ça c'est acté et très bien, et c'est pour ça que moi je ne m'oppose pas à ce que les gens puissent se faire vacciner s'ils le souhaitent, en particulier les personnes âgées, et pour être protégées 6, 8 mois, 9 mois, bon, ça ne me pose pas de difficulté. Mais manifestement, ce vaccin n'empêche pas d'être contaminé, n'empêche pas de contaminer les autres, et donc n'empêche pas la circulation du virus. Alors on me dira, oui, mais si, il réduirait et tout. Il n'y a pas d'unanimité. Certaines études disent qu'on n'est pas moins contaminant, d'autres qu'on le serait un petit peu moins, mais enfin, dans tous les cas, manifestement, vaccinés ou pas, les pays dans lesquels il y a des hauts taux de vaccination, le virus circule, et il circule très activement. Il n'y aurait pas de 3e, 4e, 10e. Voilà. Donc, en fait, cette obligation vaccinale déguisée qu'est le pass sanitaire n'est pas un outil efficace pour empêcher la diffusion du virus. Voilà, c'est tout. Et donc, quand on nous explique toute la journée, on nous bassine avec des arguments moraux en nous disant oui, faut être civique, faut être solidaire, faut être empathique, faut être généreux, et donc vous êtes un mauvais citoyen, égoïste et un salaud si vous n'êtes pas vacciné parce que vous tuez des gens et vous êtes des criminels. Enfin, moi, j'ai entendu ça dans des repas de famille. Hein. C'est quand même... Enfin, pas ma famille, mais parce que vous nous inquiétez. Non, dans ma famille, on est assez serein, mais dans d'autres familles, je l'ai vu, on m'a témoigné de ça. Déjà que les Français étaient très crispés les uns contre les autres, ça n'a pas arrangé les choses. On voit bien que cet argument ne tient pas de toute façon. Il y a eu des clusters dans les hôpitaux partant de soignants qui étaient vaccinés, parce qu'ils ont contaminé en étant vaccinés. Donc en fait, là où en plus ça devient contre-productif, c'est que en réalité, il aurait été beaucoup plus efficace pour les soignants, par exemple, d'exiger d'eux un autotest régulier tous les 3-4 jours, pour s'assurer qu'ils ne sont pas porteurs, plutôt que de les vacciner de force, puisque une fois qu'ils sont vaccinés, ils ne se testent plus. Alors que s'ils avaient fait des autotests, on était certain qu'ils ne puissent pas contaminer, et finalement, l'objectif aurait été atteint. Donc c'est vrai que pour moi, on est dans une espèce de délire paranoïaque, d'autant plus grave qu'on a bien vu là les chiffres qui ont été révélés par cette autorité d'État, enfin cette structure d'État dont le nom m'échappe, en 2020, où on découvre ahuri que finalement il n'y a que 2% des hospitalisations en 2020 qui étaient des hospitalisations Covid, et que 5% des places en réanimation qui étaient des places liées au Covid. Donc on était quand même très loin de la soi-disant saturation, débordement de l'hôpital à cause du Covid. La réalité, c'est que l'hôpital, il est saturé, il est dépassé structurellement depuis des années, parce qu'il manque de soignants, il manque de moyens, il manque de structures. On ne voit que ça aux Antilles. Exactement. Ouais. Et en fait, donc, on a le sentiment quand même que c'est beaucoup plus facile pour le politique d'avoir cette mesure immédiate, radicale, pour donner le sentiment que ça règle tous les problèmes, plutôt que finalement d'avoir une vraie politique sur le moyen long terme pour l'hôpital, d'anticipation, parce que de toute façon l'Union européenne depuis des années nous enjoint et nous contraint de faire des économies, entre autres choses, sur l'hôpital. Donc voilà, donc c'est vrai que pour toutes ces raisons-là, moi je suis très opposée au pass sanitaire, je continue de le penser et de le dire. Je pense que ce n'est pas la solution, et surtout je pense que on le paiera cher dans quelques années en ayant accepté ce principe. J'en ai fini. Est-ce que c'est pas ça le monde des GAFAM qui est en train de se dessiner, une sorte de néo ou de post-totalitarisme, à travers du traçage, des puces, un contrôle électronique permanent? C'est le monde que tous les grands auteurs de SF ont pressenti, mis en scène, de Philippe Cadic à quantité d'autres, à Asimov, et 10 autres et 100 autres. Hein. Tout à fait. Ouais. Mais les GAFAM ont intérêt à la numérisation de la société, ça c'est certain, puisque plus il y a d'activités qui sont
numérisées, plus il y a de services à proposer, plus il y a de la donnée à collecter, et donc plus il y a une intelligence et des algorithmes, une intelligence artificielle et des algorithmes à développer qui sont performants. Et voilà, donc ça c'est absolument évident qu'il y a une opportunité qui est saisie, on va dire, par une certaine partie de l'économie pour accélérer ce processus. Qui était enclenché, il était enclenché. Hein, je veux dire, il était enclenché, qui a été accéléré à ce moment-là, notamment avec l'idée du télétravail, puisque dorénavant, ce serait le télétravail qui serait la solution à tout. Bon, je ne vais pas revenir dessus, parce que c'est un sujet à part entière, mais qui a beaucoup aussi de limites, y compris en termes d'efficacité économique. Donc c'est vrai qu'il y a cette logique-là, et puis il ne faut pas oublier que si tout cela tombe en d'autres de mauvaises mains, les effets peuvent être dramatiques, parce qu'on voit bien qu'il y a eu beaucoup de révélations de hacking des données qui ont été faites sur les tests, sur les vaccinations. Tiens, c'est marrant, on parlait tout à l'heure de Doctolib. Doctolib, vous savez, qui l'État a quasiment délégué finalement la prise de rendez-vous pour les vaccins. Et typiquement, ces données-là, elles sont hébergées chez Doctolib sur l'AVS, c'est-à-dire le cloud d'Amazon. Voilà, bon. Donc, étant donné que demain, la nouvelle dimension économique qui intéresse en particulier ces GAFAM, c'est les données de santé, c'est les services à la santé, ils ont intérêt à récupérer de la donnée de santé. Donc, faut faire attention, même s'il y a aujourd'hui soi-disant des garde-fous qui sont mis en place. Demain, en effet, toutes ces données entre de mauvaises mains peuvent être absolument terrifiantes, et on le voit en Chine. Je veux dire, la numérisation de la société, le traçage et le contrôle de la société passe par cette mainmise sur le numérique, sur la numérisation de tout. Avec une sorte de permis à points, en quelque sorte. C'est exactement, pas un permis, un crédit social. Donc c'est vrai que... voilà, et on le voit notamment quand... en Afghanistan, quand les Américains sont partis, et on a vu qu'il y avait des données qui avaient été collectées, si vous voulez, sur des citoyens dans le cadre d'un renseignement antiterroriste. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces données sont tombées entre les mains des talibans, qui ont la liste de très nombreuses personnes dans le cadre de ce renseignement. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'il va arriver à ces personnes par la suite, mais c'est typiquement un exemple très, très spectaculaire, si je puis dire, mais qui doit quand même nous amener à prendre des précautions. D'accord. Merci Marion. C'est l'arroseur arrosé pour les talibans. Merci Marie Maréchal.